Après cette première vidéo assez dense, je pense qu'il est bon que nous prenions un petit peu de recul et que nous regardions factuellement les étapes principales de la carrière chronologique de Richard Wagner. Parce que je vous parle d'œuvres, d'opéras, de traités que vous ne connaissez peut-être pas tous et qu'il peut être utile de resituer dans leur contexte pour comprendre aussi dans quelle époque il se situe et elle se situe. On peut en fait, un peu comme Verdi, diviser la carrière de Wagner en deux phases principales. En gros, une première phase dans laquelle il se cherche et une deuxième phase qui serait celle de la maturité. Ça, c'est la phase où il se cherche. Il y a un événement biographique qui marque la rupture, disons, entre la première et la deuxième phase. Et ça, c'est la maturité. Bon, première chose concernant la biographie de Wagner, il ne faut jamais oublier que c'était un chef d'orchestre. Il a contribué avec Berlioz, Mendelssohn, Liszt à la création du métier de chef d'orchestre moderne, c'est-à-dire un chef qui amène une vision de l'œuvre et qui ne se contente pas de battre la mesure. C'est aussi grâce à cette expérience, je vous rappelle qu'il n'était pas musicien, c'était un très médiocre pianiste, comme Berlioz, c'est grâce à cette expérience de chef d'orchestre qu'il a réussi à se familiariser avec les possibilités, avec les timbres des différents instruments de l'orchestre. Vous allez voir que, bien sûr, le timbre, la question du timbre est fondamentale pour lui. Ses premiers essais dans le domaine de l'opéra sont, disons, très influencés par différents modèles, notamment le modèle de Weber et les modèles italiens de cette époque. Et puis, à la fin des années 1830, Wagner se dit qu'il doit percer à Paris, qui est la grande ville de l'opéra à l'époque, je vous le rappelle, c'est la ville du grand opéra. Et il arrive à Paris avec un grand opéra sous le bras, en se disant qu'il va y rencontrer le succès. Et en effet, à Paris, il va rencontrer les fameux jeunes Allemands dont je vous parlais tout à l'heure, Feuerbach par exemple, qui ont durablement marqué sa vision du monde, mais il rencontre surtout un échec cuisant. Il n'arrive pas à faire monter Rienzi, il sombre pratiquement dans la misère, il en est réduit à écrire des réductions d'opéras d'autres compositeurs pour piano ou pour petites formations. Et il va garder de ce séjour à Paris un souvenir détestable, qui explique aussi pourquoi il détestera toujours tellement les apparats de la riche bourgeoisie représentée justement par la ville de Paris, et aussi probablement son antisémitisme, puisque le chef de file du Grand Opéra, Meyerbeer, pour lequel Wagner vouera une antipathie et même franchement une haine personnelle tenace jusqu'à la fin de sa vie, Meyerbeer était juif. Donc, ça explique aussi cette espèce d'amalgame général de tout ce que Wagner déteste, dans lequel il a mis l'élément juif également, qui se constitue à cette époque. C'est finalement en Allemagne qu'il va rencontrer le succès, avec ses trois premiers opéras qu'il va finalement inscrire lui-même dans son propre catalogue. Rienzi et les premiers opéras, il les a finalement rejetés. Ces trois opéras sont en gros les trois opéras, on les appelle encore des opéras, opéras romantiques allemands, les œuvres de jeunesse de Wagner, Le Hollandais volant, Tannhäuser et Lohengrin. C'est grâce à ces opéras finalement que Wagner va rencontrer le succès. Alors, pas tout de suite dans tous les cas, et c'est assez marrant de remarquer que vers la fin de sa carrière, c'est pour ces opéras-là, notamment avec Tannhäuser à Paris, je vous l'avais dit, que Wagner va commencer à se faire connaître plutôt que pour les autres opéras qu'il n'a pas pu diriger pour lui-même parce qu'il était en exil. Donc voilà la première phase des opéras wagnériens. Et puis, un événement important survient, on en reparlera un petit peu dans notre chapitre suivant du cours. En 1848, le printemps des peuples, une vague de révolution déferle sur l'Europe, les régimes changent partout, il y a des révoltes et des réformes qui sont faites, pas toujours avec succès, mais souvent oui, partout en Europe. Et Wagner, vous vous en doutiez un petit peu, est engagé dans les mouvements révolutionnaires à l'époque dans sa région, la Saxe, dans sa ville de Dresde. Et malheureusement, la révolution à Dresde est un échec, elle est réprimée, et les chefs révolutionnaires sont soit exécutés, soit contraints à l'exil. Il y a un épisode assez rocambolesque dans lequel Wagner, pourchassé par la police, devrait aller à un meeting révolutionnaire. Il y a en fait un piège qui a été monté à cette auberge contre les chefs révolutionnaires, mais Wagner se trompe d'auberge. Du coup, il échappe au piège, il aperçoit ce qui se passe, il se réfugie chez Liszt, qui lui dit « il va falloir que tu partes, t'es maintenant recherché partout en Allemagne ». Et donc, Wagner s'exile, et notamment en Suisse. Il passe une grande partie des années suivantes, par exemple sur les bords du lac de Quatre-Cantons, à Tribschen, à Zurich, et puis encore à Venise, différents endroits, disons, de Suisse et d'Italie et du reste de l'Europe, puisqu'il ne peut plus rentrer en Allemagne. Ce n'est seulement qu'à partir des années 1860, je ne me souviens plus de la date exacte, qu'il sera gracié et qu'il pourra rentrer en Allemagne. Ça signifie qu'il assiste de loin en Suisse à la création et en partie au triomphe de ces opéras, en partie dirigés par Liszt. Il est en train de se dire, on le voit à Zurich, dans sa chambre d'hôtel par exemple, en train de se dire, bon, il doit renaître au milieu du deuxième acte, je me demande comment c'est en train de se passer, etc. Bref,
Wagner est coupé de ses musiciens et il écrit tout, c'est assez génial de le dire quand même, en n'entendant pas ce qu'il écrit, d'autant plus qu'il n'est pas capable de le jouer, ou pas tellement, disons, capable de le jouer comme on l'a dit tout à l'heure. C'est aussi en exil qu'il écrit ses principaux traités dont je vous parlais tout à l'heure, les traités de plusieurs centaines, voire milliers de pages, qui définissent ce que c'est que l'œuvre d'art de l'avenir, ce que c'est que le Musikdrama, etc. Et enfin, c'est aussi à cette époque qu'il découvre Schopenhauer d'ailleurs, il se met à l'écriture d'abord du livret qu'il écrit en entier et de la musique du Ring. Le Ring, c'est la tétralogie. Tétralogie, ça veut dire groupe de 4 œuvres, de 4 œuvres, pardon, de 4 opéras en l'occurrence. On les résume sous le nom du Ring des Nibelungen, c'est-à-dire l'anneau du Nibelung. Et les 4 opéras du Ring sont L'Or du Rhin, La Valkyrie, Siegfried et Le Crépuscule des Dieux. Mais l'ensemble de ces 4 opéras forment le Ring, l'anneau, le Ring du Nibelung. Pardon. Donc, quand on vous parle de la tétralogie de Wagner, c'est ça, c'est l'anneau du Nibelung, c'est le titre général de cette série de 4 opéras qui dure en tout 15 à 16 heures. Hein. L'Or du Rhin, le premier opéra, c'est en fait un prologue, une journée, enfin le prologue, et ensuite vous avez 3 journées, 3 opéras complets de 3-4 heures qui sont en principe destinés à être joués une journée différente. Donc l'entier du Ring représente effectivement 15 à 16 heures de musique. Mais, contrairement à la trilogie populaire de Verdi, c'est une seule et même histoire, d'où le titre général, le Ring du Nibelung. Il s'arrête au milieu de la composition de Siegfried, le troisième de ces 4 opéras, et il a une histoire d'amour avec Mathilde Wesendonck, une femme mariée de Zurich, pour laquelle il écrit assez rapidement Tristan et Iseult. D'abord qu'il veut faire une petite œuvre légère, mais bon, finalement ça va donner Tristan et Iseult, qui est loin d'être une petite œuvre légère. C'est seulement beaucoup plus tard qu'il terminera la composition du Ring, comme vous le voyez ici. Et d'ailleurs, si on fait attention, on peut remarquer la rupture stylistique et le passage de Tristan entre la première partie et la deuxième partie de composition du Ring. Entre-temps aussi, il commence, et puis il finira en 1867, la composition des Maîtres chanteurs de Nuremberg, qui est une œuvre comique, mais il faut remarquer que les œuvres comiques chez Wagner, ce n'est pas des œuvres légères non plus. Les œuvres comiques ont autant de contenu philosophique, autant de messages à livrer que les œuvres tragiques. Et puis, Parsifal sera sa dernière œuvre dramatique. Entre-temps, il a fait ouvrir la maison des festivals de Bayreuth, qui est un théâtre qu'il a fait construire lui-même, hein, et il a fondé lui-même le festival, mais il a créé carrément, il a fait créer lui-même le théâtre selon ses propres instructions. J'ai passé sur l'épisode Louis II de Bavière, hein, c'est un souverain, un roi, le roi de Bavière allemand, qui est plus ou moins tombé amoureux de Wagner au sens propre, et dont Wagner a beaucoup profité après avoir pompé Liszt pendant la moitié de sa vie. Il s'est mis à pomper Louis II de Bavière, et ça lui a donné les moyens de réaliser ses projets les plus fous, dont justement la création du festival et du théâtre, de l'opéra de Bayreuth. Voilà, les opéras principaux de Wagner, c'est ceux que je mettrai surtout en avant dans les exemples, sont évidemment le Ring et Tristan. Il faudrait peut-être aussi y ajouter Parsifal. Généralement, peut-être les 3 premiers opéras sont peut-être même encore plus connus parce qu'ils sont plus digestes, ils sont plus courts. Cependant, vous allez voir que les techniques principales mises en œuvre par Wagner, notamment les techniques de leitmotiv, n'apparaissent qu'à partir du Ring. Et donc, c'est dans ces 4 derniers opéras qu'on voit effectivement le Wagner de la maturité livrer tout ce qu'il a à livrer dans sa musique et dans ses textes. Alors, allons-y maintenant. Quelles sont les caractéristiques au niveau musical de l'œuvre et de l'art de Wagner? Redoublez d'attention parce que je vais commencer par l'élément le plus important, celui que vous attendez probablement depuis un petit moment. C'est quoi un leitmotiv, nom de bleu? Tout le monde parle de leitmotiv, c'est un mot qui est même carrément passé dans le langage courant en français, et on sait que ça a trait à Wagner, mais qu'est-ce que c'est exactement? Je vous donne tout d'abord la définition naïve, qui est, on va dire, à 3/4 vrai et à 1/4 faux. La définition naïve, c'est un leitmotiv, c'est un petit motif musical caractérisé par une mélodie, éventuellement par un instrument, un timbre, par un rythme, etc. Bref, c'est un motif musical qui caractérise un personnage ou éventuellement un objet, quelque chose qui revient de façon régulière dans l'opéra. Et à chaque fois que, par exemple, on brandit l'épée Nothung dans la tétralogie, on a le motif de Nothung qui apparaît, qui résonne. À chaque fois qu'un tel ou tel personnage ou tel ou tel protagoniste apparaît dans un opéra, son motif est présenté. Donc, c'est à 3/4 vrai, mais il y a 1/4 faux qui est très important à comprendre. Rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos de la philosophie profonde qui sous-tend, de Schopenhauer, qui sous-tend les opéras de Wagner. En fait, pour aller directement à l'élément qui me paraît crucial, les leitmotifs ne sont pas vraiment liés à des personnages, ils sont plutôt liés à des idées. Et lorsqu'ils sont liés à des personnages, comme par exemple dans le cas de Siegfried,
ce sont les personnages qui eux-mêmes incarnent ces idées. Mais on pourrait remplacer les personnages, peu importe que ce soit Siegfried ou Wotan ou Brunhilde ou quelqu'un d'autre. Les personnages représentent ce que les personnages, les leitmotifs représentent ce que les personnages sont au fond d'eux-mêmes. Généralement, quand on fait des catalogues de leitmotifs, ce que, en parenthèse, Wagner ne voulait pas qu'on fasse, mais on le fait quand même assez souvent pour comprendre les ingrédients qui expliquent comment la musique de Wagner fonctionne, les leitmotifs que l'on trouve sont liés à des concepts. Vous avez des leitmotifs dans la tétralogie du genre la renonciation à l'amour, du genre la frustration de Wotan, etc. Dans Tristan, c'est encore plus clair. Les leitmotifs sont ceux du désir, sont ceux du regard, sont ceux de la mort, etc. Ce sont des idées générales, et ces idées s'incarnent dans les personnages, comme la volonté de Schopenhauer s'incarne dans les personnages. Peu importe que ce soit ces personnages-là, on pourrait les remplacer par d'autres, on pourrait placer l'action à un autre moment, à une autre époque. Ce qui se passe sur la scène, ça n'est que la face visible de l'iceberg, ça vous permet de comprendre. La lutte qui se passe réellement, et la lutte, elle se passe à l'orchestre. C'est la lutte entre les motifs, c'est la confrontation entre les motifs. C'est ça, les leitmotifs. C'est des motifs musicaux qui sont liés à des idées. Et ce qui me paraît le plus important, comme Debussy l'a dit, je crois que c'est Debussy, les leitmotifs ne sont pas les cartes de visite sonores des personnages. C'est ce qui a été souvent repris dans le cinéma. Vous avez un personnage qui apparaît, hop, il y a son motif qui apparaît. C'est beaucoup plus que ça. Il faut comprendre que les leitmotifs de Wagner sont susceptibles d'évoluer. Ce qui est important, c'est la façon dont les motifs se transforment, la façon dont les motifs se combinent. Vous pouvez prendre un motif A, un motif B, les mettre ensemble, ça veut dire que ces deux idées se sont associées et que désormais elles ne font plus qu'une. Vous pouvez avoir un motif unique qui peut se transformer. C'est ainsi, on verra des exemples, c'est ainsi que le motif du pouvoir de Wotan, du traité, de la lance, il a différents noms suivant les musicologues, qui représente le pouvoir de Wotan, disons, se transforme pour donner le leitmotiv qui caractérise le fils de Wotan, Siegmund. Si vous ne comprenez pas que les motifs ne sont pas seulement liés au personnage, vous ne pouvez pas comprendre ça. Donc c'est important de voir que les leitmotifs sont liés à des choses plus profondes que les personnages, à des idées, et éventuellement les personnages sont les incarnations de ces idées. Lorsqu'on entend pour la première fois le leitmotiv de Siegfried, c'est dans la Valkyrie, Siegfried n'est pas encore né. Il apparaît lorsque Wotan fait référence à l'idée d'un héros qui viendra en gros sauver le monde, je simplifie, qui est né hors du système que lui-même, Wotan, le roi des dieux, a mis en branle. On ne sait pas encore que c'est Siegfried. La plupart des analystes vous diront « Ah, on sait déjà, nous, parce qu'on est omniscient, que ça va être Siegfried. » Mais en principe, l'auditeur qui n'a pas de formation musicale n'est pas censé savoir que ça va être Siegfried. C'est le contraire, en fait. Au moment où Siegfried va apparaître, on va entendre ce motif et on est censé faire le lien inconsciemment. « Ah oui, c'est vrai, c'est le motif qu'on avait entendu quand on a entendu Wotan parler du héros né hors système, etc., qui va sauver le monde. Donc, on doit se dire, ah, ok, j'ai compris, c'est lui. Ce type-là, peu importe comment il s'appelle, c'est le héros qui va sauver le monde. Les leitmotifs, c'est une sorte de réseau de relations profondes, de réseau de significations profondes, sur lesquels il est souvent difficile de mettre des mots. C'est un peu l'idée, justement, du romantisme, comme je vous le disais, mais qui vous font comprendre ce qui se passe vraiment dans l'opéra. L'histoire essentielle de l'opéra se passe dans les leitmotifs, se passe à l'orchestre, puisque les leitmotifs sont presque toujours à l'orchestre, pratiquement jamais aux voix. Ce qui veut dire que si vous lisez seulement les livrets des opéras de Wagner, vous ne comprenez rien à l'histoire. Vous avez seulement la surface. Il faut avoir la musique pour comprendre comment les éléments profonds, les éléments en lutte profonde se structurent et justement entrent en lutte. Donc, je reviens à mon point de départ, les leitmotifs sont des motifs musicaux associés à des idées qui reviennent dans tout l'opéra, ou les opéras, et qui évoluent, qui sont susceptibles de se combiner, qui sont susceptibles de se transformer, de se dissocier, de se dédoubler, enfin bref, ils se transforment. Il y a une véritable alchimie des motifs qui se passe à l'orchestre et qu'on est censé entendre, mais de façon plus ou moins consciente, bien sûr. Tout le monde n'est pas capable d'entendre et de repérer tous les motifs, même les plus ardents spécialistes de Wagner ne les ont encore pas tous repérés, qui reviennent dans l'ensemble des opéras, par exemple dans la tétralogie, où c'est le plus utilisé. Mais inconsciemment, on est censé se dire « Ah, c'est vrai, j'ai déjà entendu ce motif », j'ai associé ça à ce sentiment plutôt désagréable, donc ça veut dire que ce truc, même si ça a l'air magnifique, au fond, il y a quelque chose de pourri. Justement, encore une fois, on verra des exemples. Et donc, c'est ainsi que, je vous l'avais déjà dit, les opéras de Wagner tiennent plus de symphonies de Beethoven que d'opéras de Rossini, parce que la technique formelle que Wagner utilise pour faire tenir debout ses opéras, c'est en fait celle du travail thématique. Vous vous souvenez du travail thématique de Beethoven ? C'était ça qui faisait l'essentiel du contenu d'une symphonie. Musique absolue, on n'a pas besoin d'avoir un contenu externe pour comprendre la symphonie. On a un thème au début et ce thème se transforme et c'est sa transformation qui provoque, si j'ose dire, la dramaturgie du mouvement de symphonie de Beethoven.
Eh bien, chez Wagner, c'est la même chose, mais on applique ça à l'opéra. On ne fait pas des pezzi-chiusi, certainement pas. On ne fait pas des formes traditionnelles de l'opéra italien. On fait du travail thématique, comme chez Beethoven. Et donc, le Musikdrama est l'héritier de la symphonie de Beethoven, plus que de l'opéra de Rossini. C'est en tout cas ce que Wagner prétend, mais sur ce plan du leitmotiv, ça semble assez pertinent. Et donc, vous avez compris, cette technique de leitmotiv apparaît avec la tétralogie. Elle n'existe pas, ou seulement en germe, disons, dans les opéras antérieurs. Autre caractéristique des opéras de Wagner, ce que j'appelle personnellement le contrepoint wagnérien, mais il faut savoir que Wagner détestait le mot contrepoint parce que pour lui, ça faisait Brahms. Ça faisait professeur de contrepoint qui savent faire des rétrogradations, des fugues à 5 voix, des mouvements contraires, etc. Bref, c'était une série de techniques qu'il ne maîtrisait pas et qu'il méprisait complètement parce que c'était le truc des académiciens qui n'avaient rien à dire dans leur musique. Les Beckmesser, comme le dit le personnage des maîtres chanteurs de Nuremberg. Donc, le mode contrepoint ne plaisait pas à Wagner, mais au fond, je trouve que cette idée de mélodie infinie est assez fortement à mettre en lien avec l'idée de contrepoint. Pourquoi ? Parce que toutes les voix d'une texture orchestrale wagnérienne, rappelez-vous que l'essentiel chez Wagner, c'est l'orchestre. Donc, dans l'orchestre, chacune des voix est traitée comme dans un contrepoint de la Renaissance. D'abord parce qu'il n'y a jamais de cadence, on oublie Palestrina, on revient à la musique avant Palestrina. Je fais souvent des comparaisons avec, par exemple, le Requiem de Morales. Je trouve très intéressant. Chacune des voix a sa propre indépendance. Elle ne s'arrête pas nécessairement à la cadence. Soit il n'y a pas de cadence, soit il y a une cadence, mais une voix peut continuer le long de la cadence. Et puis surtout, toutes les voix sont égales. Toutes les voix ont une importance égale. Il n'y a pas une mélodie et un accompagnement. Il peut y avoir une mélodie, mais généralement, toutes les voix sont traitées avec la même, disons, précaution. Toutes les voix sont linéaires. Autrement dit, il y a généralement peu de grands sauts dans les voix des opéras, en tout cas à l'orchestre de Wagner. C'est ce qu'on appelle souvent la mélodie infinie. C'est un terme qui veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que les mélodies en elles-mêmes ont tendance à ne jamais s'arrêter. Elles ne s'arrêtent pas sur les cadences. Wagner est le spécialiste des cadences évitées, et notamment des cadences rompues. La phrase ne s'arrête jamais, mais ça veut surtout dire que tout est mélodique. Toutes les voix sont mélodiques. Donc, c'est une sorte de contrepoint, c'est une sorte de millefeuille de couches qui ont toutes tendance à évoluer. Si vous voulez faire du pseudo-Wagner chez vous avec les moyens du bord, plaquez un accord à 4 sons au piano, essayez de bouger une voix et regardez où ça vous amène. Peut-être que vous allez avoir besoin de bouger une autre voix pour que ça crée un accord un peu plus standard, et ça va vous faire bouger une autre voix, etc. Chaque mouvement de voix dans une des parties de l'orchestre provoque un autre mouvement dans une autre voix, et la texture évolue comme ça, comme dans une sorte de dégradé. C'est ça, la mélodie infinie. Et généralement, ça se passe de façon chromatique. C'est pourquoi on parle de contrepoint chromatique à propos de Wagner. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les degrés diatoniques du mode, mais qu'il y a tout le temps des demi-tons, il y a tout le temps des dièses et des bémols qui apparaissent. Ces mouvements de voix sont très souvent chromatiques. Ce genre de motif, pour avoir un exemple dans les oreilles, c'est pas seulement wagnérien, mais c'est très wagnérien. Vous avez 2 accords de septième qui se succèdent, demi diminué, diminué, peu importe. Et à partir de la diminuée, vous pouvez avoir bougé une autre voix d'un demi-ton. Ah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça ? Voilà, j'ai fait un peu en pratique ce que je venais de vous dire. J'ai essayé expérimentalement, c'était pas du tout prévu, de bouger une voix au milieu de ce que je faisais, sans jamais faire de saut, sans jamais penser à des fonctions, et j'ai regardé où ça m'amenait. On dirait honnêtement quelqu'un qui pose ses doigts sur le clavier, qui essaie de bouger les doigts et qui regarde où ça va, quoi. Mais ça marche comme ça, et ça marche diablement bien, en particulier dans l'harmonie de Tristan. Le résultat de tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que le contrepoint régit l'harmonie. Wagner ne pense pas, surtout dans la maturité, l'harmonie par fonction. Les fonctions ont tendance à disparaître. Ou, si vous voulez, chez Wagner, il n'y a que des dominantes partout. Tous les accords veulent se résoudre dans l'accord suivant et créer une nouvelle tension qui va se résoudre dans l'accord suivant, qui crée une tension qui va se résoudre dans l'accord suivant. Ça, c'est l'histoire de Tristan, à mettre en lien avec le fait que Tristan est une histoire du désir. Le désir qui ne sera assouvi qu'à la toute fin de l'opéra, qui ne sera transcendé, en fait, qu'à la toute fin de l'opéra. C'est des dominantes qui s'enchaînent sur d'autres dominantes. Et donc, la logique habituelle des fonctions, canalisée par les cadences, disparaît progressivement avec Wagner. C'est une mélodie infinie. Les accords, comme chez Liszt, s'enchaînent par affinité acoustique parce qu'ils sont proches acoustiquement les uns des autres, qu'il n'y a qu'une voix qui bouge entre les deux, et non pas parce que c'est un 5 suivi d'un 1. Enchaînement des accords par affinité. Mélodie infinie, la musique ressemble à de la prose et non pas à de la poésie, ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas des vers avec des rimes où on peut compter le nombre de pieds, on ne sait pas quand ça commence, enfin on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça va s'arrêter, comme de la prose.
Le résultat, c'est que, et Wagner est très connu pour ça, demandez à vos profs d'harmonie, la musique de Wagner élargit l'harmonie tonale. Elle est toujours tonale, bien sûr, mais généralement, les accords standards chez Wagner, à partir en tout cas de Tristan, sont les accords à 4 sons qui s'enchaînent les uns dans les autres et non plus par logique fonctionnelle. Donc l'harmonie change avec Wagner. Il s'est beaucoup inspiré de Liszt, je vous l'ai déjà dit, mais quand même, c'est le modèle wagnérien qui a eu probablement le plus d'importance dans cette évolution décisive de la tonalité. Et entre parenthèses, l'un des principaux compositeurs à être sorti de la tonalité au tout début du XXe siècle, il s'appelle Arnold Schoenberg, et c'est sur ce point-là un héritier direct de Wagner. La façon dont Schoenberg sort de la tonalité, c'est en faisant du contrepoint chromatique, et absolument rien d'autre. Strauss, pareil, même si Strauss n'a pas osé pousser la porte de la musique atonale. Mais c'est exactement la même lignée. Donc c'est important de bien comprendre ça. L'harmonie wagnérienne est basée sur le contrepoint, les accords s'enchaînent par affinité, il n'y a plus de fonction, et il y a des chromatismes partout. Et il n'y a plus de cadence. Ou alors c'est des cadences évitées. Ok. L'orchestre est au cœur des opéras de Wagner, vous l'aviez compris. Je vais même jusqu'à prétendre que les voix sont pratiquement indispensables. Du point de vue de Wagner, les voix font plus ou moins des chansons populaires. Alors c'est assez discutable. Il essaye de restituer une sorte de façon primale d'exprimer le texte par le biais de la déclamation des chansons populaires. Toujours est-il que généralement les voix n'ont pas un contenu thématique important, ce n'est pas les voix qui font les leitmotifs, c'est l'orchestre. Ce qui fait que quand vous écoutez du Wagner, il faut parfois même vous forcer de ne pas écouter les voix pour entendre ce qui se passe à l'orchestre dessous. On verra quelques exemples justement. Mais ça veut aussi dire que il vaudrait mieux, à mon avis, faire les opéras de Wagner en mettant des récitants à la place des chanteurs, plutôt que de faire une réduction pour chant et piano. Si vous prenez la mélodie en elle-même, la mélodie des chanteurs, ou du chanteur ou de la chanteuse dans une scène particulière, elle n'a aucun sens. Si vous n'avez pas l'harmonie, si vous n'avez pas le timbre, elle ne se suffit pas à elle-même. Alors que quand vous voyez une mélodie de Rossini, vous pouvez pratiquement restituer toute la partition à partir de la mélodie. Chez Wagner, j'en ai fait l'expérience au cours de solfège, prendre que la mélodie, ça c'est faire du modus novus pratiquement. Ça n'a pratiquement aucun sens. On n'a plus le sens des piliers de la tonalité si on n'a pas l'harmonie de l'orchestre et si on n'a pas le timbre dessous. Donc c'est l'orchestre qui est prioritaire. Je répète, les opéras de Wagner tiennent plus des symphonies de Beethoven que des opéras de Rossini. Les leitmotifs sont à l'orchestre. L'orchestre est très dense, vous l'avez compris, avec la mélodie infinie. Et c'est lui qui joue les leitmotifs, c'est lui qui nous présente la trame souterraine, inconsciente, point d'interrogation, C.F. Freud, du drame. C'est lui qui nous explique les forces réelles qui sont en train de lutter. Ce n'est pas les personnages qui luttent, c'est l'amour et la cupidité qui sont en train de lutter par l'intermédiaire de Freya et Alberich, par exemple, sur la scène. Peu importe. C'est les idées fondamentales qui sont présentes à l'orchestre et qui sont aveugles, comme la volonté de Schopenhauer, qui luttent. D'où, c'est une des raisons, c'est à mon avis la raison principale pour laquelle Wagner a milité en faveur de la création d'une fosse d'orchestre. Une autre raison, c'est que Wagner détestait, c'est un comble quand on pense à ce que c'est devenu, mais détestait les voix criées et la mythologie selon laquelle les voix doivent être suffisamment puissantes pour passer l'orchestre. La solution wagnérienne est plutôt d'enfouir l'orchestre de façon à ce que le son de l'orchestre soit mélangé, rebondisse sur le fond de la scène et, se mélangeant aux voix, parvienne au public. Les chanteurs doivent être essentiellement des acteurs pour lui. Et son idéal vocal était plutôt situé du côté du bel canto rossino-donizettien que vers ce que ça finit par devenir. En parenthèse, c'était la même chose pour Strauss. L'évolution des techniques de vocalité à la fin du XIXe siècle, c'est un vaste sujet. Mais enfin bref, l'orchestre doit être invisible, non seulement pour permettre aux chanteurs de ne pas avoir besoin de crier, mais surtout parce que ce qui se passe dans l'orchestre doit être quelque chose de souterrain, justement, quelque chose d'inconscient. Ça doit parvenir à notre esprit sans même qu'on s'en rende compte. D'une certaine manière, on ne devrait presque pas se rendre compte qu'il y a un orchestre. C'est une sorte de bande-son, lien avec le cinéma, qui parvient jusqu'à votre esprit et qui imprime dans votre esprit tel ou tel leitmotiv, lien avec tel ou tel autre leitmotiv, etc., alors que vous êtes en train de vous concentrer sur ce qui se passe sur la scène. Une des autres idées du théâtre que Wagner fait construire à Bayreuth, c'est qu'il soit très inconfortable, comme dans une église, c'est son idée, de façon à ce qu'il n'y ait pas de loge typiquement, qu'on soit mal assis, qu'on soit obligé de se concentrer sur la scène. On est obligé de se concentrer sur le drame, mais sous la scène, pratiquement sous la scène, en fait, entre la scène et le public, mais dans un trou, dans une fosse, vous avez l'orchestre, et ce que joue l'orchestre vous parvient de façon presque inconsciente, presque surnaturelle. Voilà d'où la fosse d'orchestre. Le timbre est fondamental. L'harmonie de Wagner ne peut pas être dissociée du timbre. Quand vous analysez l'accord de Tristan, par exemple, c'est bien joli de dire que c'est un fa, un si, un ré dièse, un sol dièse, mais il faut aussi remarquer par quels instruments c'est joué.
l'harmonie de Wagner n'est pas du tout la même, comme à vrai dire toutes les harmonies, mais c'est particulièrement vrai pour lui, suivant les instruments auxquels ces notes sont distribuées. Il arrive d'ailleurs assez souvent que les leitmotifs soient associés à un instrument particulier. La renonciation à l'amour au corps anglais, par exemple, Siegfried au corps. Chaque instrument a sa sonorité qui est aussi liée aux éléments harmoniques, aux éléments motiviques. Elle est aussi importante. Ça, c'est pas nouveau, hein. Comme je vais dire, Wagner n'a rien inventé. C'est quelque chose qu'on trouvait déjà chez Berlioz, mais qui est aussi à prendre en compte quand on parle de Wagner. Et puis, la raison pour laquelle Wagner demande une richesse de palette instrumentale extrêmement grande dans l'orchestre, c'est surtout parce qu'il a besoin que chaque instrument puisse sonner comme une famille. Autrement dit, il ne faut pas juste avoir un saxhorn, il faut une famille de saxhorn. Il ne faut pas seulement un corps, il faut une famille de corps. Il ne faut pas seulement une flûte, il faut une famille de flûtes. Si vous avez envie de faire une partie de l'opéra qui soit une sorte de chorale donnée seulement par le thème des flûtes, il vous faut les flûtes alto, flûte ténor, flûte basse. Il vous faut l'ensemble de la catégorie des flûtes, comme les cordes en fait, mais ceci pour tous les instruments. C'est la raison pour laquelle l'orchestre wagnérien peut être, en fonction aussi des innovations d'instrumentation de l'époque, peut être particulièrement riche. C'est aussi lui qui encourage le développement des fameux Wagner-Tuben, les tubes à wagnériens, qui eux aussi doivent servir à créer des harmonies par famille au sein de l'orchestre. Et donc, vous l'avez compris, les voix font essentiellement de la déclamation. La mélodie vocale n'est pas la mélodie. La mélodie ou les mélodies se trouvent en fait à l'orchestre. Et ce que font exactement les voix au niveau des notes n'est pas franchement prépondérant par rapport à tout ce qui se passe au niveau musical et harmonique à l'orchestre. Voilà, je pense que nous avons fait ainsi le tour des caractéristiques musicales propres de l'œuvre de Wagner. Il ne nous reste plus qu'à voir quelques exemples, et ce sera l'objet de notre troisième et dernière vidéo.